Mon nom est Étienne Lemarié, je suis directeur général adjoint de la CIDMEF et nous avons comme co-animateur Yves Tremblay qui est président du comité exécutif scientifique de la CIDMEF. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Vincent Maréchal qui est professeur de virologie à Sorbonne Université, qui dirige l'UFR des sciences de la vie, cofondateur de plusieurs programmes de recherche sur le Covid-19, en particulier le réseau BEPIN, dont il nous parlera tout à l'heure, c'est-à-dire le suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, dans le cadre d'un grand plan de lutte intégrée contre le Covid-19. Mais on n'est pas là simplement pour parler des eaux usées, même si c'est extrêmement important. On est là surtout pour parler des variants, des mutants, parce que c'est un problème qui intéresse tout le monde. On ne sait plus s'y retrouver dans tous ces mutants, les anciens comme les nouveaux, c'est l'influence sur les vaccins, etc. Donc on a grand besoin, et c'est la première fois dans nos entretiens que nous avons affaire à un professeur de virologie. C'est tout de même un grand déficit depuis un an. Et nous avons effectivement grand besoin d'un professeur de virologie qui nous explique où nous en sommes et où nous allons pour que nous puissions nous y retrouver. Voilà, Vincent, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et nous vous écoutons. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Étienne Lemarié et à Yves Tremblay de cette invitation. J'en suis très honoré. Alors, effectivement, je suis virologue, je ne suis pas spécialiste du Covid-19, mais finalement, personne n'était spécialiste du Covid-19 avant l'année dernière. Donc, je me suis formé, comme nous autres, à ce nouveau sujet et plus récemment, effectivement, à la problématique de ces variants qui nous interpellent et pour lesquels on va essayer d'envisager à la fois les moteurs d'apparition et puis aussi les conséquences qui sont malheureusement un peu trop nombreuses. Alors, la première chose que je souhaitais rappeler en 2 diapos, mais là je pense que vous êtes tous experts sur la question, c'est donc qu'on parle d'un virus dont les premières descriptions en termes de pathologie datent de novembre 2019. Donc vous vous souvenez tous de ces pathologies décrites, de pathologies respiratoires, de gens qui auraient été en contact avec un marché d'animaux vivants. Et vous savez également que cette théorie-là ne marque pas le début de l'apparition du virus, mais simplement sa première description clinique. Et puis donc un virus qui montre une gravité variable, et c'est sans doute une des clés d'ailleurs de cette pandémie, puisqu'on estime aujourd'hui qu'environ 60% de porteurs du virus sont non symptomatiques, mais potentiellement contagieux, voire super contagieux dans certains cas. Ce qui pose effectivement un problème, puisque pour mémoire, on avait réussi à juguler l'épidémie de SRAS de 2002-2003 pour une raison qui est assez finalement opposée à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait affaire à des patients qui avaient plutôt des signes cliniques très visibles, une fièvre assez systématique et surtout des signes cliniques qui précédaient la transmission du virus, ce qui n'est évidemment pas le cas chez ces patients non symptomatiques. On sait par ailleurs, comme vous le savez, qu'il y a 25% de formes modérées, 10% de formes sévères requérant une hospitalisation, et on estime qu'il y a environ 5% de formes graves ou critiques qui justifient une entrée des patients en réanimation, mais ça, vous le savez mieux que moi. Alors, évidemment, d'un point de vue virologique, les virus ont des noms qui sont plus ou moins curieux. Celui-ci appartient à une famille qu'on appelle les coronaviridae. Rien à voir avec la bière, comme l'ont cru certains de nos étudiants, même si les virologues sont parfois un peu facétieux. Et tout à voir avec quelque chose de très poétique pour une fois, c'est que lorsque vous regardez une particule virale de coronaviridae, ce que vous avez sur la gauche ici, vous avez une particule d'un cousin du SARS-CoV-2 qui s'appelle le MERS, donc un coronavirus qui sévit au Moyen-Orient. Eh bien, on observe une très très jolie couronne. Cette couronne est composée de spicules et on reviendra sur cette structure des spicules. Vous voyez ici cette enveloppe également qui fait beaucoup parler d'elle, une enveloppe lipidique sensible aux détergents, sensible à la chaleur, à la dessiccation, donc qui est un facteur de fragilité de ce virus et qui justifie notamment les gels hydroalcooliques. Eh bien, vous voyez que cette couronne, quand on a cherché à donner un nom à cette famille, eh bien, on a fait référence à cette fameuse couronne solaire, ces protubérances que l'on peut observer à l'occasion des éclipses. Donc, vous voyez, parfois, les virologues ne sont pas alcooliques, mais plutôt des poètes. Le SARS-CoV-2, alors la particule virale elle-même, on vient de le voir, c'est une bicouche lipidique très importante. En virologie, on a coutume de séparer les virus sur une base structurale entre les virus nus, qui sont classiquement, en gros, un matériel génétique emballé dans une coque faite de protéines, donc quelque chose de plutôt costaud. Donc on va retrouver parmi les virus nus des virus des gastroentérites, des virus qui vont persister dans l'environnement, les papillomavirus également, ces virus qu'on peut aussi attraper sur les margelles des piscines et qui nous provoquent ces fameuses verrues plantaires. Donc des virus costauds, les virus nus, et puis les virus enveloppés, virus
transmis souvent dans des liquides biologiques ou par des contacts très rapprochés. Pourquoi ? En grande partie parce que ces virus sont considérés comme fragiles et que ce talon d'Achille des virus enveloppés, c'est en particulier cette fameuse enveloppe que vous voyez ici représentée en rouge. C'est une bicouche lipidique dans laquelle sont enchâssées les protéines de surface, dont ces fameuses protéines S, ces protéines spicules. Et comme je le disais tout à l'heure, cette enveloppe est le talon d'Achille du coronavirus et ce qui explique notamment cette sensibilité au gel hydroalcoolique, au savon, au détergent en règle générale. Alors à l'intérieur de cette particule virale, eh bien, vous avez un ARN de polarité positive, c'est-à-dire un ARN qui va pouvoir être lu directement par la machinerie enzymatique de la cellule pour fabriquer des protéines. C'est un ARN d'environ 30 000 nucléotides, ce qui est une grande taille. Les virus ARN, classiquement, ont des tailles plus réservées. À titre de mémoire, le VIH, par exemple, que vous connaissez aussi, qui est un virus ARN d'une autre famille, a un génome d'environ 9 000 bases, donc beaucoup plus petit que le coronavirus. Donc 30 000 nucléotides environ, capacité de codage assez importante pour un virus de cette taille. Donc 20 protéines sont exprimées, donc 4 protéines qu'on appelle structurales. Une protéine structurale, c'est une protéine qui permet de constituer la particule virale. On retrouve la protéine spike, mais d'autres protéines qui sont importantes dans la structuration de cette particule. Alors, la protéine spike, on va en reparler un peu plus tard, est particulièrement importante parce que cette protéine de surface, c'est la serrure, c'est souvent l'image que l'on prend en tout cas, qui s'enchâsse dans la clé que constitue le récepteur ACE2. C'est un récepteur qui est en fait un récepteur qui joue un rôle dans les voies angiotensines. Vous avez sans doute parlé de ça dans les séminaires précédents. Donc une protéine assez largement exprimée à la surface de nos cellules, plus exprimée dans certains territoires que dans d'autres. Et donc l'interaction entre la spike et ce récepteur ACE2 est absolument indispensable pour que le virus puisse s'ancrer à la surface de sa cellule cible et puis que puisse se procéder le processus d'entrée de la particule virale et surtout du matériel génétique du virus à l'intérieur de la cellule. Alors évidemment, cette protéine spike nous intéresse beaucoup parce que on le voit assez simplement, ça un enfant pourrait le comprendre, si on arrive à bloquer l'interaction entre la spike et le récepteur ACE2, évidemment, le virus ne peut plus s'accrocher à sa cible. Alors, c'est l'objectif d'un certain nombre de molécules qui ont été testées à des fins thérapeutiques et qui, pour l'instant, ne donnent pas beaucoup de résultats. Mais c'est également l'objectif de ce qu'on appelle les anticorps dits neutralisants, c'est-à-dire ces anticorps dirigés contre la spike que l'on produit notamment à l'occasion d'une infection naturelle, mais également qui sont les anticorps que l'on souhaite mobiliser à travers la vaccination, à travers les vaccins qu'on a couramment. Je pense notamment aux vaccins Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson, tous ont choisi de cibler la protéine spike. Et donc ces anticorps neutralisants, pour une partie de leurs activités en tout cas, visent à interagir entre cette protéine et son récepteur et donc d'empêcher l'entrée du virus dans la cellule. Voilà pourquoi on a un intérêt marqué pour cette protéine spike et notamment dans les vaccins. Alors ce virus SARS-CoV-2 en fait appartient à une famille de coronaviridés humains dont on connaît finalement des good guys et des bad guys. Il y a les mauvais gars, eh bien on va commencer par les bons, allez soyons positifs un peu. On connaît des coronavirus depuis très longtemps qui infectent les populations humaines de façon récurrente, souvent sur un mode automno-hivernal. Alors ils ont des noms plus ou moins sympathiques, HCOV 229E, HCOV NL63, peu importe, des virus avec lesquels on vit couramment, ils provoquent des infections des voies respiratoires supérieures assez fréquentes, qui touchent plus volontiers les enfants, et en règle générale, on s'en inquiète pas trop. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'analyse génétique de ces virus nous montre qu'en fait, ils appartiennent à différents embranchements, et ils ont tous un point commun, c'est qu'on est capable, en général, de retrouver des ancêtres de ces virus chez les animaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les bad guys, donc ces mauvais virus, ces virus qui nous ont posé beaucoup plus de problèmes, qui sont apparus avec sous forme de bouffées épidémiques, parfois même pandémiques, avec un virus que l'on connaît bien maintenant, le virus du SRAS, donc, qui a provoqué une pandémie en 2002-2003. De mémoire, il y a eu 8000 cas à la surface du globe, pratiquement 774 décès, donc un taux de létalité particulièrement important. Et dans le cas du SARS, on sait que le réservoir naturel, c'est la chauve-souris, probablement, et puis que ce SARS-CoV de 2002 est ensuite probablement passé par l'intermédiaire de la civette, mais d'autres animaux intermédiaires ont pu intervenir pour aller jusqu'au contact de l'homme, auquel il s'est adapté avec malheureusement les effets qu'on connaît. Alors un peu plus tard, à partir des années 2012, on se retrouve avec des bouffées épidémiques, cette fois-ci au Moyen-Orient, liées à un autre virus de la famille des coronaviridés, qu'on appelle le MERS coronavirus,
Donc c'est un virus qui de la même façon provoque des infections respiratoires dont le taux de létalité est parfois très important. Dans certaines vagues épidémiques, on est arrivé quasiment à 50% de létalité. Et un virus dont les réservoirs animaux pourraient être en particulier les dromadaires et les chauves-souris. Et puis donc le SARS-CoV-2 de 2019, lui, on commence, et vous connaissez toute la problématique de son histoire biologique qui est complexe et qui est presque géopolitique, qui a des conséquences politiques majeures. Ce virus donc viendrait de chauves-souris, c'est en tout cas ce que nous disent les ancêtres les plus proches du SARS-CoV-2, mais encore une fois, pas en une seule étape. On pense que ces virus de chauves-souris, par un mécanisme qu'on évoquera tout à l'heure, sont entrés dans les populations humaines après s'être recombinés avec d'autres coronavirus potentiellement portés par des animaux transitoires. Alors on parle beaucoup du pangolin, mais aujourd'hui c'est une hypothèse qui est un petit peu discutée. Bon, tout ça pour vous dire qu'on est dans une famille de 7 membres, 4 gentils entre guillemets et puis 3 beaucoup plus agressifs. Alors, la variabilité génétique, c'est le cœur finalement de l'échange d'aujourd'hui. C'est d'abord une source d'adaptation. Il faut bien voir que tous les organismes vivants, alors on ne va pas discuter du caractère vivant ou pas des virus, ça nous emmènerait trop loin. On va dire que pour simplifier, on va considérer que les virus partagent avec les êtres vivants classiques un certain nombre de propriétés. Une des propriétés importantes, et on en parle notamment dans Le hasard et la nécessité de Monod, c'est à la fois d'être globalement identique au cours du temps et capable d'évoluer pour s'adapter. Alors ces adaptations ont un support génétique qui est maintenant bien connu. À quoi ça sert pour un virus de s'adapter? Bien, on vient de le voir finalement. L'adaptation par des mutations qui tombent aux bons endroits, eh bien, peut permettre par exemple à un virus animal à rentrer avec une ou plusieurs étapes au contact des populations humaines. Alors ça, on va évidemment le discuter dans le cadre du SARS-CoV-2, mais il faut savoir que c'est aujourd'hui 70% des infections virales émergentes viennent du monde animal. Les virus qui rentrent dans les populations humaines qu'on ne connaissait pas, pour l'essentiel, pour près de 70% d'entre eux, viennent d'animaux sauvages ou d'animaux d'élevage. Donc les réservoirs animaux constituent aujourd'hui un risque. Alors moi j'ai un étudiant qui m'a dit, on n'a qu'à buter tous les animaux. Alors évidemment c'est un peu radical, mais vous noterez néanmoins qu'on a fait ça avec les visons il y a quelques mois, donc on a évidemment une des positions qui pose des problèmes en termes d'écologie. On peut aussi conseiller aux gens de ne pas entrer en contact avec les animaux, c'est plus doux, ça pose moins de problèmes. Mais en tout cas, l'adaptation génétique, c'est un moteur déterminant pour qu'un virus sorte d'une espèce et s'adapte à une autre. Et puis une fois qu'il est rentré dans une espèce, l'homme par exemple, eh bien, il y a d'autres mutations qui vont apparaître et qui vont faciliter en particulier la transmission interhumaine, qui est une étape essentielle au déclenchement d'une épidémie. Et puis évidemment, on va voir que ces mutations peuvent également répondre aux pressions de sélection qu'exerce l'homme et qu'exerce l'homme vacciné, par exemple, sur les virus. Donc l'évolution génétique est un moyen aussi pour le virus d'échapper à nos réponses immunitaires, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient induites par la vaccination. Alors ce moteur moléculaire, mécanistique de la variabilité génétique, on le connaît bien, et on le connaît bien en particulier pour les coronavirus. On sait que finalement, ces mutations, ces altérations du patrimoine génétique surviennent durant une phase bien précise qui est la réplication du virus au sein de la cellule. Alors, il y a 2 types de mutations ou 2 types de variations dont on va parler aujourd'hui. D'une part, des mutations ponctuelles. Donc, je vous l'ai dit, il y a 29 000, un peu plus de presque 30 000 nucléotides. Ces nucléotides peuvent subir des changements. On peut remplacer un nucléotide par un autre. Ça peut avoir une conséquence ou ne pas avoir de conséquence. On peut insérer des nucléotides, on peut enlever des nucléotides, mais on parlera ici de mutations ponctuelles, des mutations qui sont très localisées sur le génome viral. À quoi on les doit? Alors, on parle beaucoup de la polymérase virale. Effectivement, la cellule va agir comme une photocopieuse quand elle va fabriquer du virus, mais une photocopieuse imparfaite qui de temps en temps va faire des erreurs. Alors, c'est une polymérase d'origine virale qu'on appelle la RDRP qui fait ce travail de photocopie. Elle fait des erreurs, mais finalement plutôt moins que la plupart des virus ARN que l'on connaît, parce qu'elle a une capacité à corriger ces erreurs. Alors, malgré cette capacité, certaines erreurs persistent et malheureusement peuvent donner lieu à des mutations qui vont être pérennisées au sein des populations de virus. Et puis on l'oublie, et ça c'est un tort, c'est qu'un certain nombre de mutations sont induites par les cellules. Il existe dans nos cellules, et c'est une chance d'ailleurs pour nous, des mécanismes, des protéines qui ont une capacité à faire muter les acides nucléiques qui rentrent dans la cellule. Donc c'est probablement un mécanisme de défense ancestrale qui date d'il y a très très longtemps
Et c'est une façon de lutter contre les acides nucléiques, ADN ou ARN, et évidemment les virus, qui rentreraient par accident dans la cellule. Ce qu'on appelle des facteurs de restriction. Alors il y en a un certain nombre qui sont bien connus, comme les adénosines désaminases par exemple, qui vont modifier chimiquement la nature de l'ARN ou de l'ADN et produire des mutations. Alors l'idée de la mutation, là, c'est de dézinguer le virus, mais malheureusement, certaines de ces mutations, malheureusement, lui profitent. Donc on va parler de ces mutations ponctuelles, et puis j'aimerais quand même qu'on aborde un sujet qui, depuis quelques semaines, fait beaucoup parler, qui est la recombinaison. Alors la recombinaison, on va le voir tout à l'heure, survient quand deux virus parentaux rentrent dans une même cellule et finalement, entre guillemets, se font l'amour et font un bébé. C'est un processus, il y a un peu de sexe chez les virus aussi, et je vous montrerai exactement comment ça se passe, en restant très pudique toutefois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a généré ces mutants, dans la plupart des temps, en fait, les mutations sont délétères, elles surviennent au hasard, elles sont défavorables au virus. Dans un certain nombre de situations, les mutations n'ont aucun effet. Elles ne changent pas éventuellement les protéines fabriquées par le virus, donc on parlera d'évolution neutre. Il n'y a pas, en tout cas à très court terme, d'impact immédiat sur l'évolution du virus. Et puis la flèche ici en vert vous montre qu'il existe évidemment un chemin dans lequel la mutation qui a été générée de façon aléatoire va conférer au virus muté une valeur ajoutée. Là, on parlera dans ce cas-là d'évolution adaptative, une évolution qui va faciliter l'adaptation du virus à son environnement. Et comme les virus, et je le redirai tout à l'heure, sont en compétition les uns avec les autres, bien évidemment, celui qui s'adapte à son environnement a un avantage adaptatif qui fait qu'à la génération d'après, eh bien, il va être plus présent, plus prédominant dans la population des virus qui sont en compétition, encore une fois, les uns avec les autres. Alors, mince, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Voilà. Alors, ce que j'aimerais également qu'on comprenne, on parle beaucoup des mutations de la spike et pour des raisons qui sont légitimes. Pourquoi on s'attache beaucoup à la spike? D'abord parce que la spike, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette protéine spicule pour nos amis francophones, c'est une protéine qui va médier l'accrochement sur le récepteur et qui de fait joue un rôle qu'on peut assez bien comprendre en matière de contagiosité. Plus un virus s'accroche facilement à ces cellules, évidemment, moins il en faut pour provoquer une infection à l'échelle de son hôte. Donc il joue un rôle dans la contagiosité, probablement. On peut imaginer que les mutations de la spike jouent aussi un rôle dans la structure globale de la particule virale et dans sa stabilité. C'est des choses qui sont moins bien connues, mais quelque part, ça contribue aussi à sa contagiosité, peut-être aussi à sa résistance à des contraintes climatiques. La spike joue un rôle important dans l'échappement à la réponse immunitaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, quand on est infecté par le SARS-CoV-2, on produit des anticorps contre l'ensemble des protéines structurales et non structurales du virus. Et certains de ces anticorps vont avoir pour capacité de se fixer à la surface du virus par l'intermédiaire de la protéine spike. On parle dans ce cas-là d'anticorps qui potentiellement sont neutralisants. Et évidemment, des modifications de la protéine spike peuvent faire en sorte que ces anticorps qu'on aurait produits par exemple à l'occasion d'une première rencontre avec un virus, on va dire classique, eh bien, soient moins efficaces lors de la deuxième rencontre pour reconnaître la protéine spike qui aura changé de structure. Donc cette protéine, les modifications de la protéine de surface peuvent en partie expliquer que les anticorps produits naturellement soient moins efficaces pour neutraliser le virus. Et évidemment, ce raisonnement-là, on le tient également quand on a un vaccin qui repose sur la spike, qui est vraiment actuellement un peu le standard des projets vaccinaux actuels. On peut, et on le verra tout à l'heure, effectivement s'inquiéter de la capacité d'anticorps neutralisants post-vaccinaux à neutraliser la protéine spike de façon efficace. Alors la spike, et ça, c'est un débat encore pour moi. J'ai mis un point d'interrogation. J'ai des collègues qui sont peut-être plus péremptoires que moi là-dessus. La spike peut jouer un rôle dans la virulence. La virulence, vous le savez tous, c'est plutôt la capacité du virus à nous rendre malades. Alors, dans toutes les composantes, tousser plus fort, tousser plus longtemps, excréter du virus longtemps dans les voies respiratoires supérieures, mais éventuellement dans les selles, nous rendre plus malades, globalement, ça contribue à la virulence. Et j'aimerais, si on en a le temps, qu'on discute un peu de cette notion de virulence, puisque la question de l'évolution de la virulence au cours d'une pandémie est toujours une question très intéressante à traiter. Et puis en fait, la spike est également la protéine qui va permettre d'infecter l'homme, mais aussi d'infecter d'autres espèces animales. Et de fait, l'évolution de la spike, et on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé de l'origine animale du SARS-CoV-2, évidemment, les évolutions de la spike sont aussi des moteurs pour infecter d'autres espèces animales, et c'est pas loin de nous poser des problèmes dont on pourra également parler. Alors, à côté de ces spikes dont on parle beaucoup, il faut quand même savoir, je vous l'ai dit, il y a 20 protéines dans le génome viral. D'autres protéines, parfois un peu énigmatiques par ailleurs, ont des contributions variées.
Je les ai regroupés de façon un peu sauvage, les spécialistes ne m'en voudront pas, mais d'autres protéines, ORF8, ORF3A, NSP1 et ORF6 par exemple, sont des gènes viraux qui contribuent à moduler le dialogue entre le virus et la cellule infectée. Et notamment, ce sont des protéines qui vont jouer un rôle dans l'activation des voies de signalisation de la réponse immunitaire intracellulaire, dans la présentation des antigènes à la surface des cellules par les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité, etc., etc. Donc ces protéines, de fait, quand on les modifie, vont modifier le dialogue immunitaire entre la cellule et le virus, et de fait, elles jouent un rôle important. Voilà. Et puis évidemment, on peut imaginer que d'autres mutations touchent par exemple la protéine, la polymérase, et la rendant par exemple plus efficace pour mieux répliquer le génome. Donc je pense qu'effectivement, il est pertinent de ne pas s'attacher spécifiquement aux mutations de la spike. On comprend bien pourquoi elles sont très importantes. Il faut avoir un œil très attentif à des mutations qui toucheraient d'autres parties du génome. Alors, on dit toujours que les coronavirus sont des virus peu variables. Alors, c'est vrai sur le papier, je viens de vous expliquer que la polymérase était capable de corriger ces erreurs. Mais force est de constater, sur ce petit diagramme donc, qui représente de la gauche à la droite l'évolution, en tout cas une partie de l'évolution du SARS-CoV-2 depuis son origine. Donc, on est sur une souche qui est a priori unique à Wuhan en octobre-novembre 2019. Et vous voyez que progressivement, parce que le virus évolue et qu'il acquiert des mutations, eh bien certaines de ces mutations sont maintenues, sont bénéfiques, sont adaptatives, comme je le disais tout à l'heure, et vont permettre au virus, de proche en proche, d'évoluer, de donner lieu à une descendance qui apparaît principalement par mutation ponctuelle. Tant et si bien qu'au 22 mars 2021, on estimait, en tout cas on a analysé, pour être plus précis, 3872 souches différentes de virus. Donc pour un virus qui varie peu, il faut quand même relativiser un peu. Il varie peu par rapport au VIH, par exemple, mais il varie quand même beaucoup quand il est pandémique depuis un an. Alors, on trouve également des variants, mais dans des proportions très différentes selon les territoires. Là, vous avez une carte et je vous invite à regarder ce site qui est très bien fait, qui s'appelle nexttrend.org, qui vous montre un peu comment évoluent au fil du temps les différents isolats viraux. On parle de clades, c'est des familles, les clades pour simplifier. Et on voit bien que selon les territoires, évidemment, la répartition de ces variants n'est pas du tout la même. Et bien sûr, on a tous en tête la notion que certains variants sont très associés à leur territoire d'origine, variants britanniques, variants sud-africains, variants brésiliens et d'autres encore. On a même, pour ceux qui ne sont pas en France en ce moment, un variant breton qui nous préoccupe beaucoup. Nos amis belges ont aussi leur variant et j'ai appris il y a quelques minutes, et c'est déjà le premier succès de cette rencontre, qu'il y avait même un variant indien. Donc je pense qu'on n'a pas fini de coller des variants dans les différents pays et ça pose en tout cas à un certain nombre de collègues des problèmes parce qu'effectivement associer des variants à des pays peut avoir des côtés un peu ostracisants parfois qu'il va falloir essayer de limiter au fil du temps. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, et là, c'est un diagramme qui représente l'évolution de la proportion des différentes familles virales depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le voyez, il y a une compétition acharnée entre les familles. On a, au début du mois de janvier, deux clades principaux qu'on appelle deux familles principales, parties du même virus, qu'on appelle les clades 19A, 19B. Et puis, vous voyez que très rapidement, ces deux clades, à partir du mois de février, vont être supplantées par d'autres clades, le 20A, le 20B et d'autres encore. Donc, vous voyez qu'il y a une compétition à l'échelle internationale entre ces différentes familles virales. Et puis, on le voit sur ce diagramme, à partir on va dire, du mois de novembre à peu près en Grande-Bretagne, il y a un variant à lui seul qui est en train de prendre la main, qui s'appelle le variant 20I501Y.V1, et vous le connaissez sous un autre nom, c'est celui qu'on appelle le variant britannique. Vous voyez avec quelle vitesse et avec quelle efficacité il est en train de supplanter ses petits camarades. Donc, il faut retenir quand même que les virus sont en compétition les uns avec les autres. Alors, il y a une notion également qui est des fois un peu, un peu limite ou un peu mal comprise, qui est cette notion de VUI et de VOC. Alors, ces variants sont nos amis britanniques qui ont proposé cette dénomination, traduisent le souci qu'on a depuis quelques mois avec certains variants. Alors, lorsque les variants sont associés, donc lorsque génétiquement on montre qu'on a affaire à un nouveau variant, mais que par ailleurs on a des arguments qui montrent qu'il a des propriétés nouvelles, plus contagieux, plus pathogènes, échappement éventuel à la réponse immunitaire, on va le surveiller, on va essayer de l'investiguer. Donc là, on peut faire rentrer un variant dans une première catégorie qu'on appelle les VUI, donc les Variant Under Investigation, qui veut dire variant que l'on va surveiller de près pour savoir en gros vers quoi il va. Alors aujourd'hui, on a deux variants par exemple qui sont entrés dans cette classe-là, qui sont le variant dit breton et le variant belge. Et puis, lorsque les problèmes sont avérés,
C'est le cas par exemple avec le variant britannique, hein, dont vous savez qu'il est à la fois plus contagieux et plus virulent. Eh bien, il rentre dans une catégorie problématique qui s'appelle les VOC, les Variant of Concern. Donc cela nous pose question et aujourd'hui je vous parlerai de 3 VOC qui sont le variant britannique, le variant sud-africain et le variant brésilien. Alors pourquoi est-ce qu'il nous inquiète? En général parce que la contagiosité est accrue, parce que la virulence est accrue, parce qu'on a des éléments qui laissent penser qu'il pourrait échapper tout ou partie à l'immunité, immunité naturelle ou vaccinale, mais, et c'est à titre personnel en tout cas une préoccupation très forte, dans cette catégorie-là entrent également des virus qui montrent un tropisme différent, et là en l'occurrence on pourra en parler si on a un petit peu de temps. Il y a eu l'épisode du passage du SARS-CoV-2 de l'homme au vison et du vison à l'homme, il y a au mois d'avril dernier aux Pays-Bas, et puis il y a eu des travaux également au Danemark en novembre-octobre, qui ont conduit à l'abattage de 10 millions de visons quand même, hein, donc c'est une vraie préoccupation. Et puis là, on commence à travailler aussi sur des risques de transfert aux barrières d'espèces, chats, chiens, tigres, lions, mais également, plus récemment, donc des raisons peut-être de s'inquiéter sur un certain nombre d'élevages. Et des travaux très préliminaires montrent par exemple qu'on peut cultiver du virus SARS-CoV-2 sur des tissus pulmonaires de moutons, ce qui n'est pas sans inquiéter. Voilà, alors brièvement, on va voir ce qu'on peut dire de ces 3 variants. Donc le VOC qu'on appelle le variant britannique, en fait, a un nom qui est beaucoup moins prosaïque, qui s'appelle donc le 20I501Y.V1. Alors on a simplifié en B117. C'est une autre façon de les déterminer. Donc l'origine, effectivement, est une origine britannique, probablement septembre-octobre 2020. Donc la découverte s'est faite de façon accidentelle, vous vous souvenez peut-être de l'histoire, hein. En gros, on a plusieurs tests aujourd'hui pour dépister les virus. Le standard, c'est la RT-PCR. Et il se trouve que l'entreprise Thermo Fisher a développé une RT-PCR sur 3 régions différentes du génome, ce qui permet en fait de sécuriser un petit peu le test diagnostique. Et il s'avère que début septembre, on commence à rapporter en Grande-Bretagne des patients positifs pour 2 PCR, mais négatifs pour la 3e, ce qui très vite conduit à investiguer le virus, à regarder quelle est sa séquence génétique, et on va s'apercevoir qu'en fait une des 3 PCR ne marche pas parce qu'elle est à cheval sur une région qui est délétée dans le génome viral, dans la spike pour être plus précis. Et donc c'est ça qui engage la découverte de ce. Donc c'est une découverte fortuite, hein. Alors ce qui va par contre ne pas être fortuit, c'est que quand on va suivre la prévalence de ce variant dans la population, eh bien on va voir qu'il est plus contagieux, on va voir qu'il est plus létal. Aujourd'hui, les dernières études s'entendent à dire qu'on a environ 60% d'augmentation du taux de létalité, ce qui est loin d'être négligeable. Et puis, alors ça c'est une préoccupation que j'avais très tôt et que j'ai relayée autant que possible, c'est la question du changement de tropisme. Vous savez qu'on a des virus qui ont des tropismes et surtout une pathologie qui s'exprime un peu de façon corrélée avec l'âge. Et là, effectivement, la question se pose. On a tendance à dire avec les formes classiques, les jeunes sont à la fois moins infectés et moins contaminants. Ça vaut la peine de poser la question systématiquement. Et là, en l'occurrence, on a quand même des données de plus en plus solides qui suggèrent que les sujets jeunes sont à la fois plus sensibles aux formes cliniques, mais également pourraient être des vecteurs plus efficaces. Et ça, malheureusement, en termes de contrôle de l'épidémie, c'est une très très mauvaise nouvelle. Alors, ce qu'on sait de ce variant, c'est qu'il est sensible aux anticorps neutralisants vaccinaux, hein, ça a été testé pour les 3 vaccins, notamment à travers d'ailleurs des campagnes de vaccination. Il y a une très belle campagne de vaccination qui a été publiée en Grande-Bretagne et en Angleterre et en Écosse il y a quelques semaines, qui confirme, hein, que le vaccin AstraZeneca notamment, dans toutes les classes d'âge, hein, est efficace contre ce variant britannique. Alors là où on a quand même quelques ennuis, vous savez qu'on n'a pas beaucoup d'éléments thérapeutiques aujourd'hui contre le SARS-CoV-2. On parle beaucoup des anticorps monoclonaux thérapeutiques. Donc c'est des anticorps qu'on fabrique en laboratoire et qu'on va diriger contre des protéines d'intérêt, et en particulier évidemment contre la spike. Alors ces anticorps valent une fortune. On en a acheté en France un certain nombre et malheureusement il semblerait que ces anticorps monoclonaux, qui sont très spécifiques, hein, en particulier parce que certains reconnaissent juste une petite partie de la spike, eh bien certains de ces anticorps ne soient pas efficaces pour traiter les patients infectés par ce variant britannique. Voilà. Et puis on a appris il y a quelques semaines, et ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle, que l'une des mutations qui nous pose problème, je vais en parler dans un instant, qu'on appelle la mutation E484K, qui est une mutation dans la spike, encore une fois, qu'on avait découvert chez le variant brésilien, qu'on avait découvert chez le variant sud-africain, eh bien, est apparue également dans le variant britannique récemment. Et ça, c'est embêtant parce que cette mutation-là est associée à une plus grande résistance aux anticorps neutralisants. Donc, ce n'est pas, encore une fois, une bonne nouvelle. Mais j'aurais pas beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui, en fait. Alors, que dire de la dynamique de ce variant britannique sur le territoire? Là, vous avez des courbes qui vous montrent la courbe bleue, la première, là, celle qui départ en flèche,
démarre en flèche, c'est celle donc de la dynamique observée en Grande-Bretagne, qui est vraiment le foyer. Et puis vous voyez que très rapidement, ce variant a circulé sur tous les territoires. Je ne sais pas si la France est là. Oui, là, on est déjà à 50% de prévalence au 22 février. Il est devenu dominant en région parisienne, notamment, on le suit, il est devenu dominant depuis un petit moment. Et ce qui le caractérise vraiment, c'est cette prévalence qui augmente très très vite. C'est un virus, c'est vraiment un très fort pouvoir de transmission. Alors dès lors qu'on oublie de mettre le masque, quand même, il faut le préciser. Le variant sud-africain, lui, c'est un variant donc, qui est apparu. Alors on a moins de documents, il a été moins documenté de façon rigoureuse. On lui voit une origine peut-être pendant l'été dernier, d'autres disent plutôt pendant l'automne. Est-ce qu'il est plus contagieux? Probablement, mais les études sont moins convaincantes que celles qu'on voit en Grande-Bretagne pour le variant britannique. Est-ce que la virulence est modifiée? Alors ça, moi, j'ai pas vu de données qui allaient dans ce sens-là. En revanche, malheureusement, là où il nous pose vraiment question, c'est qu'il porte une mutation particulière dont je viens de vous parler, cette mutation sur l'acide aminé 484 qui est très très critique et qui malheureusement, et ça par contre, ça a été montré, diminue l'efficacité des anticorps neutralisants, anticorps naturels contre les formes classiques ou anticorps produits par la vaccination. Et ce qui est problématique, et là c'est encore en sous surveillance, c'est qu'une étude qui vient d'être prépubliée montre que l'utilisation du vaccin AstraZeneca en Afrique du Sud est très peu efficace pour bloquer les formes modérées de la maladie. Alors il y a beaucoup de réserves sur cette étude, seulement 2000, un peu plus de 2000 patients inclus, des patients plutôt jeunes, donc ce qui ne permet pas d'évaluer l'impact contre les formes graves, qui est quand même le centre de la question, mais néanmoins, quelque part, quelque chose qui nous laisse penser que notamment la transmission, qui est un paramètre qu'on regarde dans les vaccins, vous savez qu'on espère non seulement bloquer les formes graves, mais également bloquer la transmission de l'infection, et bien là, ça laisserait penser que le AstraZeneca n'est pas très efficace contre cette forme-là. Bon, alors ça reste encore à investiguer, et je pense qu'il faut rester prudent. Et puis, effectivement, alors la résistance de ce mutant aux anticorps neutralisants n'est pas clairement établie, les anticorps naturels, les anticorps produits par des gens qui auraient été infectés préalablement. Et ça, évidemment, ce que ça veut dire en pratique, c'est que si vous avez été infecté par une forme classique il y a quelques mois, eh bien, vous pourriez être réinfecté par ce variant sud-africain si jamais, encore une fois, on venait à confirmer que les anticorps naturels ne bloquaient pas efficacement le virus. Et puis, comme précédemment, malheureusement, les mutations qu'on trouve dans la spike, et il y en a plusieurs, sembleraient, et ça vient d'être soumis à publication également, sembleraient bloquer l'activité de ces anticorps monoclonaux à usage thérapeutique. Alors la dynamique territoriale n'est pas inintéressante. On voit donc qu'il y a une explosion. Là, vous voyez qu'on la date, on va dire, fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Une dynamique explosive, encore une fois, en Afrique du Sud, ce qui laisse penser quand même qu'il est très contagieux. Des pays qui sont en contact avec l'Afrique du Sud très rapidement vont être touchés. La France, pas tellement. On en est aujourd'hui à une prévalence qui est redescendue finalement. Ce qui est très intéressant à voir, vous voyez notamment en France, parce que là on connaît bien la situation, c'est qu'il y a eu une entrée de ce variant, plusieurs entrées probablement sur le territoire métropolitain, mais on est dans une phase de réduction de la prévalence de ce virus, ce qui veut dire que quelque chose le gêne, et on pense que ce qui peut gêner ce variant britannique, c'est peut-être justement ce variant sud-africain, pardon, c'est peut-être justement le variant britannique. Et donc vous voyez que cette compétition finalement a peut-être des effets vertueux, quoique ça reste tout à fait relatif pour les patients. Troisième variant d'intérêt, c'est le variant brésilien. Donc là, c'est un variant qui est plutôt contagieux probablement. Ça a été décrit par Faria et collaborateurs il y a quelques temps. Virulence modifiée, encore une fois, c'est pas évident, c'est pas très clair. C'est pas une des données les plus simples à acquérir de toute évidence. En revanche, ce qui est à peu près établi aujourd'hui, c'est qu'il est plus résistant aux anticorps neutralisants induits par les virus classiques. Donc là, encore une fois, on est dans un cadre où la réinfection, malheureusement, par le variant brésilien est plus facile si vous avez été infecté par la forme classique avant. Et il semblerait qu'il y ait effectivement de la même façon une résistance plus importante aux anticorps induits par la vaccination. Et là, c'est ce que semblent nous dire notamment les études faites avec le vaccin Coronavac, qui est un vaccin inactivé. Je vous ai mis ici la référence, il y a une étude de De Souza et collaborateurs qui a été publiée au Lancet il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, le Brésil est particulièrement intéressant, en fait. Et ça, alors, on ne va pas rentrer dans la façon dont les politiques ont géré la crise. Là, je pense que là-dessus, il n'y a pas vraiment de sujet. Le virus n'a pas été pris au sérieux. Les autorités sanitaires ont laissé filer l'infection avec des argumentaires qui vraiment n'ont rien de sanitaire. Et on a une situation d'un cas d'école très, très curieux à Manaus, dans une région du Brésil qui est représentée sur cette carte. Je ne sais
pas si vous le voyez ici, donc au plein cœur de la partie qu'on appelle l'Amazonas, vraiment au contact de l'Amazonie. C'est une grosse ville, hein. C'est une grosse ville qui n'a pas eu de chance parce que, comme vous le voyez sur le graphique du haut, c'est extrait d'un papier du Lancet de Sabino et collaborateurs. Ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a une première vague très lourde, hein, très importante en termes de nombre de cas. On va dire en gros de mi-mars jusqu'au début de notre été. Donc avec un nombre de cas important, une mesure de confinement qui va un peu calmer le jeu, mais vous le verrez quand même un taux d'attaque tout à fait important. Le R0 au début d'épidémie était à 4, donc on est vraiment sur des virus très dynamiques. Et puis donc quelque chose qui va se calmer. Et différents événements que les auteurs ont essayé de reconstituer ici, des rassemblements, une moindre vigilance, la réouverture partielle des lieux de loisirs, vont conduire à une deuxième vague épidémique de très très grande ampleur qui va démarrer, on va dire, en décembre, janvier à peu près. Alors c'est problématique parce que quand on regarde les chiffres, en fait, l'épidémie de fin avril à peu près, hein, va probablement, d'après ce que nous disent les tests en séroprévalence, les tests en population, aurait impacté 76% de la population. Alors, vous savez qu'on a... alors, ceci dit, les scientifiques sont faits pour être démentis, hein, mais en général, on considère que quand on a un taux d'immunité collective de 50-60%, l'immunité de cohorte commence à jouer et que un virus qui réintroduit dans la population, normalement, est assez rapidement neutralisé. Donc ça nous pose question parce qu'on a une énorme vague en avril et une deuxième énorme vague en décembre, janvier. Alors là, je vous ai mis ici les chiffres, hein, c'est quelque chose de très brutal, puisque les collègues nous disent en termes d'hospitalisation qu'ils sont environ, je crois que c'est les cas journaliers, j'aurais dû le noter, 552 cas entre le 1er et le 19 décembre, alors qu'ils sont à 3431 cas entre le début janvier et mi-janvier. Donc quelque chose d'explosif qui laisse tout le monde un peu sur le siège, d'autant qu'en fait, quand on commence à faire des tests chez les patients, on identifie un certain nombre de patients qui sont très clairement réinfectés, quoi. Alors évidemment, il y a une lettre au Lancet qui essaye de discuter ces questions-là et qui dit en gros, il y a trois. Enfin, moi, j'ai pas retenu la quatrième hypothèse. J'ai pris un risque, mais les trois premières me semblent raisonnables. Première question. Peut-être qu'on a surestimé le taux d'attaque à la première vague. On n'était pas à 76%, mais finalement à 40% parce que, voilà. C'est possible. Autre question, effectivement, entre avril et décembre, il s'est écoulé 8 mois. Effectivement, en 8 mois, on savait que c'est une grande question de savoir comment persiste l'immunité anti-SARS-CoV-2. Peut-être que l'immunité était arrivée à un niveau insuffisant pour contrôler l'arrivée d'un nouveau virus. Et puis, malheureusement, il y a cette troisième hypothèse qui ne nous plaît pas, mais qui malheureusement me semble, moi, la plus raisonnable, c'est que les gens ont été réinfectés avec la souche qu'on appelle P1, donc cette fameuse souche brésilienne, qui échapperait aux anticorps neutralisants produits par voie naturelle. Et ça embête un petit peu tout le monde. Voilà. Alors que vous dire? Donc là, c'est un des impacts de ces variants, on vient de le voir, hein, c'est échappement à la vaccination, mais je voudrais quand même, et ça les collègues scientifiques en France ont du mal à accrocher sur cette notion-là, c'est que la protéine spike est une protéine donc, qui détermine l'accrochage sur le récepteur cellulaire qui s'appelle ACE2. ACE2, il y en a dans beaucoup d'espèces animales, et il y a certaines espèces animales qui ne sont pas infectées. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la clé et la serrure ne collent pas. Et là, il y a un travail qui vient d'être soumis par nos collègues de l'Institut Pasteur, par Xavier Montagutelli, qui montre en fait, sur un modèle de souris, la souris n'est pas sensible à la forme classique qu'on appelle B1. Vous le voyez ici, hein, si vous infectez une souris, elle ne produit pas... elle ne produit pas de virus. Là, il y a 2 espèces de souris qui ont été prises, mais on peut se satisfaire de la partie du haut. Le variant britannique, lui, commence éventuellement à présenter une capacité d'infection de la souris. Mais ce qui est très troublant, c'est que les variants brésiliens et sud-africains, donc brésilien, le P1, et le sud-africain, eh bien, eux, ont une très bonne capacité d'infection chez la souris. Donc, ça vous dit que finalement, même si la souris n'est pas forcément problématique pour l'homme, le message qu'il faut retenir, c'est que les évolutions de ces protéines de surface par mutation peuvent déployer le SARS-CoV-2 vers d'autres espèces animales. Et ça, c'est un vrai problème parce que déjà qu'on a du mal à gérer la circulation du virus chez l'homme, si en plus on doit commencer à se préoccuper de la circulation du virus dans les animaux que nous côtoyons tous les jours, là, on est vraiment dans une situation, disons, préoccupante. Vous risquez de me réinviter d'ici 1 an ou 2. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter des recombinants? Alors oui, j'ai mis cette question-là parce que c'est une question qui, en tout cas en France, est une question qui est somme toute assez nouvelle. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un recombinant? La recombinaison chez un virus, c'est le début de la reproduction sexuée, tout simplement. Comme on l'a vu, un virus, normalement, il est tout seul, il rentre dans une cellule,
il est répliqué, il ressort, identique à ce qu'il était en entrant ou légèrement modifié par mutation. Dans la recombinaison, je vous l'ai montré ici, il faut imaginer qu'une même cellule va être infectée en même moment par deux virus, le virus parental A et le virus parental B. Alors qu'est-ce qui se passe? La polymérase qui va lire le génome pour faire une copie, eh bien, va lire le virus A, normalement elle fait une copie complète, ou lire le virus B, elle peut faire une copie complète, ou alors faire ce qu'on appelle un saut de matrice, c'est-à-dire que si les génomes sont suffisamment proches dans l'espace de la cellule, cette polymérase peut commencer à lire le génome A, sauter sur le génome B. Résultat des courses, eh bien, vous avez un virus chimère qui va contenir une partie de l'information génétique de A, une partie de l'information génétique de B. Et donc cette matrice qui est un intermédiaire va être ensuite recopiée, et ça c'est un autre processus, pour refabriquer des milliers, voire des millions de copies de cette chimère qu'on appelle un recombinant. Donc c'est une forme de variant, sans aucun doute, mais dont l'espace génétique, l'espace d'évolution est explosif, parce qu'en l'espace d'une co-infection, eh bien, le virus va pouvoir acquérir les informations génétiques de deux virus, et a fortiori deux virus différents. Alors, est-ce que c'est exceptionnel? Non, hein. On sait que les coronavirus sont des grands spécialistes de la recombinaison, et on sait en particulier que la recombinaison est probablement intervenue entre deux virus distincts, l'un de chauve-souris et l'autre de pangolin ou d'une autre espèce intermédiaire, pour fabriquer un ancêtre viral que personne à ce jour n'a découvert. Et cet ancêtre viral, par adaptation ponctuelle cette fois-ci, a donné lieu au SARS-CoV-2 humain. Donc ces événements de recombinaison, non seulement on sait qu'ils existent, mais on sait qu'ils ont eu un rôle majeur dans le franchissement de la barrière d'espèces. Alors évidemment, pourquoi c'est un problème? Parce que finalement, on a découvert seulement récemment, et on pourra comprendre pourquoi, un premier recombinant. Donc on a séquencé un variant qui se trouve être un recombinant entre le variant grand-breton, le B117, et un variant californien. Et donc malheureusement, c'est que le variant qu'on a obtenu, qui a été décrit par Beth Corbert de Los Alamos, eh bien, est un variant qui a acquis des propriétés très ennuyeuses des deux parents. Il a acquis du variant grand-breton la mutation 69-70 qui le rend plus transmissible, et il a acquis de la maman californienne une mutation de la spike dans un acide aminé qui est le 452 et qui lui est embêtant parce qu'il explique une résistance partielle aux anticorps neutralisants. Donc au final, le problème de la recombinaison, c'est vraiment le problème de Frankenstein. Vous réunissez des morceaux d'organismes de différentes personnes, la question est de savoir si le Frankenstein que vous obtenez est juste pas beau ou s'il est en plus méchant. Et c'est exactement le problème de la recombinaison. Quand je vous dis que les virologues sont des esthètes, je ne plaisante pas. On est très sensible à ça. Alors, ça plus récemment, il y a une semaine environ, hein, nos collègues britanniques viennent de publier, non pas un variant, mais une vingtaine de variants qu'ils ont regroupés dans différents groupes. Alors, des variants qui, à chaque fois, qui sont des variants très récemment découverts, mais qui sont aussi de naissance très récente. Là, on est vraiment sur le berceau. Hein. Donc, des variants qui empruntent un morceau en bleu du variant britannique qui nous fait si peur, le B117, et qui s'est recombiné avec des souches virales qui circulaient en Grande-Bretagne, qui n'étaient pas très méchantes. Hein. Mais vous voyez qu'on arrive à recoller des morceaux de souches virales qui étaient des souches endémiques, qui circulaient, qui étaient les formes classiques en fait, qui circulaient avant que le variant britannique ne surgisse. Donc vous voyez par exemple que dans le groupe A, eh bien, la spike et puis tous les gènes qui sont à cet endroit viennent du papa britannique, ils sont tous britanniques là pour le coup, mais du papa B117 et de la maman B1177. Voilà. Alors que le variant qui est ici a plutôt emprunté la partie terminale de l'ORF1 et la partie proximale d'une souche locale. Alors ça, c'est embêtant parce qu'effectivement, ça ouvre à ces virus tout à coup des portes pour aller plus loin et plus vite. Alors la question, c'est pourquoi on parle aujourd'hui de ces variants? Et là, ça, je crois qu'il faut qu'on se pose dessus. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, vous venez de le comprendre en fait, pour qu'il y ait des recombinants, il faut qu'il y ait rencontre dans la même cellule de deux virus. Ce qui veut dire que dans la vraie vie, vous avez quelqu'un qui s'est infecté, non pas une fois, ce qui est déjà pas simple, mais deux fois au contact de deux personnes portant des virus différents. Donc ça veut dire premièrement, de façon simple, que probablement que les gestes barrières ne sont pas totalement respectés, mais ça veut dire également que pour qu'il y ait co-infection, il faut qu'on soit dans un contexte épidémique dans lequel les deux virus circulent, le papa et la maman, et circulent tous les deux à haut niveau. Et là, il y a une situation particulière, c'est quand un virus en remplace un autre. C'est exactement ce qui est en train de se passer
avec le variant britannique en Grande-Bretagne, il remplace son ancêtre, mais également avec le variant britannique en France et dans d'autres pays. On se retrouve dans des situations où les niveaux de circulation sont tels que la probabilité de co-infection dans un espace de temps limité est très forte. Et ça, c'est encore une fois un message important. Si les virus circulaient moins, on n'aurait pas d'événements de recombinaison. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un message important. Alors, les messages clés pour presque terminer, c'est quoi? C'est que la variabilité génétique des virus, c'est normal. Il n'y a pas de raison que nous, on estime qu'on ait le droit de varier et pas les virus. Ils ont le droit aussi d'évoluer. C'est aussi un facteur important pour eux. Alors, ils sont générés de façon aléatoire et effectivement, ce qui fait qu'un variant alors, je ne sais pas comment dire en français, est vainqueur ou pas, c'est finalement le croisement entre les mutations qu'il a acquises et l'environnement dans lequel il évolue, ce qu'on appelle en fait la pression de sélection. Alors cet environnement, c'est nous, c'est donc finalement, pour une part importante, une forte pression de sélection, c'est l'immunité, que cette immunité soit naturelle ou vaccinale. L'important, c'est que les variants soient détectés précocement. Pourquoi? Eh bien, on le voit bien, parce que détecter des variants qui produisent des réponses immunitaires dans lesquelles les anticorps neutralisants sont moins efficaces, c'est quelque part nous faire passer un message important. Est-ce qu'il est possible de faire évoluer les solutions vaccinales? Donc ça, c'est la première question. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, nous dit-on, s'y emploient déjà. C'est-à-dire que lorsque l'on découvre une mutation d'échappement à la réponse immunitaire dans la spike, eh bien très rapidement, avec ces technologies-là, on peut reformuler une V2 du vaccin adapté. Je vous rappelle, et je le redis ici, tous les vaccins fabriqués aujourd'hui contiennent des gènes produisant des protéines qui sont celles de la souche initiale, la souche de Wuhan. Et vous avez bien vu qu'on est loin de la souche de Wuhan maintenant. Donc on peut évoluer vers un schéma qui ressemblerait finalement à ce qui se passe avec la vaccination contre la grippe saisonnière. Comme vous le savez, il y a un autre mécanisme d'action qui est à l'action dans la grippe saisonnière, qui fait que les souches de grippe qui nous arrivent sont différentes à chaque fois des souches qui circulaient l'année précédente. Donc il y a un premier modèle qu'on peut imaginer, et qui est de dire, eh bien finalement, et c'est tant mieux pour l'industrie pharmaceutique, c'est peut-être un peu moins bien pour nous, finalement, on a la technologie nécessaire pour faire évoluer les vaccins au fil de l'évolution des virus. Bon, on peut se satisfaire de ça. Ce n'est pas mon cas. Il y a aussi une autre façon de dire les choses, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on peut réfléchir à des anticorps, à des vaccins qui ciblent plus spécifiquement d'autres compartiments de l'immunité. Et notamment, on parle beaucoup d'anticorps neutralisants, donc on fait référence aux cellules lymphocytaires B, etc. Mais vous savez tous qu'il y a une immunité cellulaire T, CD4 et CD8, qui est tout aussi importante. Et donc, cette immunité T, CD4 et CD8 surtout, on peut aussi la motiver contre des antigènes qui ne sont pas des antigènes de surface. Et donc, effectivement, il y a des entreprises françaises notamment qui sont en train de s'interroger sur la nécessité de produire des vaccins contre des protéines plus stables, plus constantes, qui seraient donc moins sujettes à ce type de variation. Voilà. Donc ça, c'est une perspective intéressante. Et puis par ailleurs, là je ne l'ai pas dit ici, mais c'est une évidence, plus vite on vaccinera partout dans le monde, plus vite on limitera la circulation du virus, plus vite on va évidemment limiter les mutations et aussi évidemment les événements de recombinaison. Donc il y a une urgence vaccinale qui ne doit pas être conçue uniquement en fonction des populations de nos pays qui ont les moyens de se protéger, mais aussi qui doit aller par nécessité vers des pays qu'il va falloir aider à se protéger, qu'on le veuille ou pas, tout simplement parce que sinon on aura immanquablement un effet boomerang. Les pays que nous laisserons dans une déshérence vaccinale sont les pays dans lesquels se concoctent les futurs variants qui nous reviendront inévitablement. Donc c'est un argument, même s'il en fallait un de plus, pour convaincre les autorités sanitaires, politiques et les industriels à aider les pays qui n'ont pas les moyens d'accéder aux vaccins de façon facile. Voilà. Et enfin, il y a la question qui se pose et qui est une vraie question, c'est la virulence. On a toujours tendance à imaginer, parce qu'il y a des modèles, que la virulence va évoluer au cours du temps. Alors, selon les chapelles, certains nous disent que la virulence va forcément diminuer, d'autres nous disent que la virulence va forcément augmenter. Alors en fait, comme souvent, la vérité est probablement entre les deux. Et un très beau travail qui a été publié par une équipe française dans Science il y a quelques années prenait comme modèle le VIH. Et je trouve que c'est très illustratif. Dans le VIH, comme vous le savez, on a affaire à une infection persistante, on garde le virus pendant des années, et il y a un paramètre intéressant de la virulence qui est ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la quantité de particules virales, évidemment hors traitement, que les patients ont dans leur sang. Et alors sur le graphique du haut, ce que vous voyez, c'est la durée de la maladie qui est d'autant plus courte que la charge virale des patients est importante. En gros, c'est simple, moins vous contrôlez bien la réplication du VIH,
plus il va détruire rapidement votre système immunitaire et malheureusement, moins vous aurez le temps de profiter de la vie. C'est ce que vous montre la courbe verte. Et puis, il y a un autre modèle qui vous dit quoi? Qui vous dit, mais ça, d'accord, donc ça aide pas le virus. Hein. Plus il vous tue vite, évidemment, moins vous avez le temps de transmettre. Et puis, il y a un autre modèle qui vous dit, oui, mais attention, d'un autre côté, plus la charge virale est importante, plus vous allez avoir une probabilité de transmission de votre partenaire par voie sanguine ou voie sexuelle. Donc finalement, si je prends le problème à l'inverse, plus la charge virale est importante, et bien plus l'infectiosité du virus devient importante. Mais alors là, vous allez me dire, ouais, mais alors attendez, vous venez de nous dire le contraire. Plus la charge virale augmente, plus le porteur meurt vite et moins il va transmettre. Et plus la charge virale est importante, plus il transmet efficacement. Eh bien oui, ce que vous montre le diagramme du dessous, c'est qu'il y a probablement un équilibre. Et ça, c'est un équilibre qui se fait sur la virulence, c'est-à-dire qu'il y a une virulence optimale qui permet au virus de se transmettre et de ne pas tuer son hôte très rapidement. Donc, on est probablement, il faudra y réfléchir pour le SARS-CoV-2, sur un dispositif d'équilibre et on ne sait pas aujourd'hui si le SARS-CoV-2 a atteint son niveau d'équilibre. Mais en tout cas, c'est une vision qu'elle mérite, et j'aime bien être consensuel, ça a le mérite de concilier les points de vue. Alors après, il y a la question de comment suivre les variants. On voit bien qu'ils ont un rôle de plus important, alors de plus en plus important. Donc il y a une idée qui est de dire bon, on va séquencer tous les patients chez lesquels on trouve du virus. Alors ça, budgétairement, c'est surréaliste, et puis c'est pas très pertinent. Alors donc du coup, ça veut dire qu'il faut une politique de séquençage. La France est très très mauvaise. D'autres pays sont bien plus en avance. La Nouvelle-Zélande, je crois, est même déjà en avance sur la France. Donc c'est bien que les Français, qui sont un petit peu, des fois un petit peu prétentieux, un petit peu, voilà, on gagne en humilité avec cette épidémie. Donc on séquence pas beaucoup en France, on séquence pas bien, bien moins que la Grande-Bretagne. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut systématiquement séquencer? Non. Comme je vous le dis, le bénéfice-coût, il est totalement surréaliste. Donc ça veut dire qu'il faut échantillonner. Si on doit échantillonner, il y a deux façons de faire. On échantillonne au hasard dans la population, c'est-à-dire qu'on dit bah, tous les 1000 écouvillons, j'en prends un, je séquence. On peut le faire et c'est pas idiot. Hein. Et puis il y a une autre situation qui est de dire bah, je séquence quand j'ai un maillage épidémiologique qui me laisse penser qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Tout à coup, j'ai un cluster avec un virus qui a l'air super contaminant. Bah, celui-là, j'aimerais bien le séquencer. Tout à coup, j'ai à l'hôpital des gens qui arrivent de plus en plus jeunes. Bah là, ça m'inquiète quand même parce que la maladie change de visage. Donc là aussi, j'aurais envie de séquencer. Et puis globalement, je suis sur un territoire où le virus il avance pépère et tout à coup, on voit que l'épidémie explose. Bah là aussi, on aura envie de séquencer. Donc il va falloir trouver un équilibre entre on séquence de façon aléatoire ou on séquence de façon un peu plus, on va dire, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, hein, mais on va séquencer de façon plus intelligente, plus ciblée. Et puis évidemment, ça je vais finir là-dessus, il y a aussi une veille que l'on peut exercer, notamment à travers les eaux usées. Alors, comme le rappelaient tout à l'heure mes hôtes, je suis l'un des cofondateurs d'un réseau qui s'appelle OBEPIN, donc l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées, qui travaille depuis le 5 mars dernier à démontrer l'intérêt qu'il y a à suivre le virus dans les eaux usées. Alors pourquoi les eaux usées? Tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui que de 30 à 50% des personnes infectées excrètent du virus dans leurs selles en très grande quantité. Le virus qui est dans les selles va transiter dans les égouts, on va le retrouver dans les stations d'épuration. Et donc, ce qu'on se propose de faire, c'est d'analyser l'eau des stations d'épuration parce que quand on fait une charge virale dans les stations d'épuration, finalement, on regarde en Île-de-France ce qui se passe dans 600 000 tubes digestifs. Quand on fait la même chose à l'île Dieu, qui est une petite île française où il y a 5000 habitants, eh bien, on mesure ce qu'il y a dans le tube digestif de 5000 habitants. Donc c'est un outil qui est difficile à construire, on le fait en interaction avec des mathématiciens, avec des infectiologues, des hydrauliciens, mais on a réussi depuis quelques mois maintenant à construire un indicateur. On a un site ouvert d'ailleurs sur Internet, hein, vous pouvez aller le voir si la question vous intéresse. Et donc, ce site produit des courbes de tendance régionales. Alors, juste pour vous montrer ce que ça donne, bah là, vous avez les premières courbes un peu historiques qu'on a fait sur l'Île-de-France. Vous avez ici en rouge la charge virale dans les eaux usées d'une station d'Île-de-France. Et vous avez ici en brun le nombre de cas en population tel qu'on l'a mesuré en Île-de-France. Alors ce que vous voyez, c'est les zones ici en gris qui sont les premiers confinements très très sévères en France. Hein. Le confinement du mois de mars, on était perdus, on ne savait plus quoi faire, on n'avait pas de masque, donc on a dit aux gens, vous restez chez vous, vous oubliez de sortir. Voilà, alors ça c'est efficace et c'est une première mondiale. On a été les premiers à montrer qu'on pouvait, à travers les eaux usées, montrer qu'on mettait le virus sous contrôle. Et puis le 11 mai, au déconfinement, on n'avait plus de virus. On a vu réapparaître le virus aux alentours du 20 juin à peu près dans les stations d'Île-de-France. Alors je vais vous faire l'histoire courte. On a prévenu nos collègues de l'Agence régionale de santé, qui est l'officine qui gère les signaux épidémiologiques. On leur a dit faites attention, le virus revient. Bon, pas eu de réaction. On a appelé les services de réanimation qui nous ont dit écoutez, on est en train de respirer, il n'y a plus personne en réa.
laissez-nous nettoyer les blocs, laissez-nous reconvertir l'activité Covid plus en activité Covid moins, foutez-nous la paix, vous criez au loup, il ne se passe rien. Et puis tout l'été, on a vu cette courbe augmenter. Et puis en septembre, on a dit ce qui allait se passer. En fait, on leur a dit, vous savez, ce qui se passe, c'est que le virus circule chez des jeunes qui ne font pas attention, qui ne font pas de forme clinique. Le virus circule de façon aveugle, mais le jour où ces jeunes vont reprendre les cours à la fac, le jour où les gens vont reprendre le boulot en septembre, une fois que les vacances d'été seront passées, ils vont rencontrer des gens fragiles et ça va péter. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre et octobre, on a vu les services hospitaliers se remplir, les services de réa se remplir, et donc, dernière semaine d'octobre, première semaine de novembre, on a décrété un couvre-feu suivi d'un confinement, et vous voyez très très bien l'effet des mesures collectives que l'on a prises. Et puis malheureusement, là vous ne le voyez pas bien sur ce schéma-là, depuis donc on avait une situation à un niveau de circulation très élevé, on n'est jamais vraiment descendu au niveau du mois de juin dernier. Et puis à partir de la dernière semaine de janvier, malheureusement, on a vu ce pic repartir, on s'est dit mais c'est quand même très curieux qu'on ait une reprise alors que les conditions du couvre-feu sont les mêmes. Alors, est-ce que les gens sont désespérés, font moins les gestes barrières? Je pense que oui, en partie, mais quand même, ça n'expliquait pas cette reprise. Et cette reprise, on l'a comprise. Donc là, c'est juste une carte météorologique qu'on édite chaque semaine, qui vous montre en fait, sur les 140 stations qu'on suit en France, vous avez un code couleur, et vous pouvez, en cliquant sur la station, voir ce qui se passe sur toute la séquence qu'on analyse. Vous avez donc un indicateur de circulation qui va de vert, tout va bien, à rouge, tout va très mal. Et vous voyez qu'en fait, pour ceux qui suivent la situation française, eh bien, on a quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire une région ouest de la France plus ou moins sereine, ce n'est pas le cas partout. Une zone est qui a été très impactée, une zone sud, nord et une région Île-de-France très très impactée, ce qui nous a valu d'être mis sous un pseudo-confinement depuis vendredi dernier. Voilà. Alors, l'explication, on l'a trouvée récemment. On a entendu parler des variants britanniques dès le 15 décembre. On a mis en place un consortium de recherche pour rechercher et identifier les variants dans les eaux usées. Et là, c'est un résultat qu'on a soumis à publication il y a quelques temps déjà, qui vous montre quoi? Qui vous montre la séquence qui va d'août au 20 mars, donc vous voyez que les données sont toutes fraîches, ou 17 mars pour être plus précis, où vous retrouvez des choses que je vous ai montrées, c'est-à-dire en gros, en rouge, la courbe de charge virale dans les eaux usées d'une station pilote d'Île-de-France. Vous voyez, là on le voit beaucoup mieux en fait sur ce graphe, vous voyez qu'il y a une première reprise ici, donc qu'on attribue probablement au fait. On pense que les gens n'ont pas été totalement, c'est la reprise de début janvier, les gens n'ont pas été tout à fait raisonnables pendant les fêtes, quoique c'est bien en dessous de ce qu'on imaginait, et il y a eu un rebond épidémique après les fêtes, mais pas dramatique. Et puis surtout, ce qui est plus grave, fin janvier, début février, un rebond en flèche dans les eaux usées. Et en fait, quand on a commencé à chercher le variant britannique dans les eaux usées, eh bien on s'est aperçu que c'était à lui qu'on devait cette jolie remontée. Et effectivement, vous le voyez ici, on commence à le détecter tout début janvier, vers le 4 janvier déjà, on le voyait apparaître dans nos eaux usées. Et puis vous voyez que sa quantité va augmenter. Et finalement, c'est lui qui va être responsable de cette réaugmentation. Et aujourd'hui, on ne trouve quasiment plus dans nos eaux usées que du variant britannique. Et c'est bien lui qui est à l'origine de ce rebond épidémique tout à fait spectaculaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je reste ouvert évidemment à toute question que vous auriez. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup, Vincent Maréchal. C'était passionnant. Eh bien, écoutez, on va entamer la discussion. Yves, veux-tu ouvrir la discussion? Oui, je veux bien ouvrir la discussion. Mais avant de questionner directement le topo, j'aimerais juste dire quelque chose parce que vous l'avez effleuré. Et c'est à la toute fin. Pour des raisons que j'ignore, en science, on a énormément de misère à passer le message aux politiques. Je ne sais pas pourquoi. On va en discuter plus tard dans une autre conférence avec quelqu'un d'autre. Mais c'est un réel problème. Et là, on a un exemple flagrant. Vous saviez avant tout le monde qu'il s'en venait quelque chose. Vous avez lancé le message, mais c'est tombé comme une pierre à l'eau. Et personne ne vous a cru. Mais là, finalement, on est dedans, puis pas juste à peu près. Donc ça, c'est un commentaire. Et puis, s'il y a des politiciens qui sont à l'écoute, j'espère que vous avez les oreilles grandes ouvertes. Ceci étant dit, je dirais ceci. Et là, moi, je ne suis pas virologue. Je suis biologiste moléculaire, mais pas du tout en virologie. Je n'y connais pas beaucoup au virus. Mais je vais essayer de faire un résumé
un peu pour tout le monde de ce que vous avez dit. La recombinaison, vous avez expliqué à la fin, toute cette recombinaison-là doit obligatoirement, jusqu'à preuve du contraire, inclure une portion de la protéine spike. Le restant, ça peut se recombiner à peu près avec n'importe quoi, puis ça va donner quelque chose qui va être plus ou moins virulent, mais à l'heure actuelle, on a toujours besoin de spike. Et on a toujours besoin d'un ICE à quelque part sur l'autre. Et ce ICE-là peut être différent parce que vous avez dit que maintenant qu'il y avait le virus pouvait se communiquer interespèces, humain-animal, animal-humain. Donc, il y a une communication qui est bidirectionnelle là. Donc, ça veut dire qu'il y a des orthologues à quelque part dans ça. Mais c'est toujours spike. Et finalement, vous avez terminé en parlant de d'autres approches, et ça j'ai beaucoup aimé, qui concernent l'autre portion de l'immunité qui implique les T-helpers, les CD4, les CD8, etc. Et donc ça, c'est helper, cette approche-là, vous pouvez cibler d'autres portions du virus. Mais comme vous avez toujours besoin de spike, là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Comment ça va fonctionner? Alors, la spike, je vais finir sur la réponse politique en 2 mots, effectivement. C'est la question que vous posez, elle est centrale. Moi, je suis fréquemment appelé sur des plateaux de télévision ou dans des journaux à faire des tribunes, dans lesquelles je suis toujours très gêné parce que on est dans une situation complexe où aux scientifiques, on lui demande d'être scientifique, c'est-à-dire qu'on lui demande de produire de l'information, de la justifier, de la critiquer. Des fois, on oublie un peu de la critiquer. Il faut toujours rester critique quand on fait des sciences. Mais on ne nous demande pas d'aller plus loin. Et c'est vrai que c'est là où c'est très difficile, parce que quand on voit quelque chose, eh bien, on a envie de dire, mais écoutez-nous, et moi, si j'étais vous, je ferais ça. Sauf qu'on n'est pas dans notre rôle à faire ça. Moi, je ne serai pas élu. Le président Macron va se représenter dans un an. Je ne sais pas ce que les Français en feront, et je ne sais pas où on en sera dans un an. Mais quelque part, et ça, on le sent bien en France, c'est une vraie difficulté. On a un conseil scientifique fait de gens qui sont tout à fait compétents et tout à fait honnêtes. Et on sent de façon récurrente, en fait, une torsion entre les scientifiques qui ont des données et qui sont prêts à vous dire, mais regardez, moi, ce que je vois, voilà où on va aller. On a d'excellents modélisateurs qui nous ont dit, attention, regardez, au mois de mars-avril, on va vivre l'enfer. Dans les eaux usées, on savait que l'enfer, on risquait de le vivre à partir de la fin janvier, quoi qu'on ne comprenait pas complètement pourquoi. Et ça, c'est le problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une pression politique. La pression politique en France, elle est simple à identifier. Les confinements, on alterne toujours entre 2 situations, confinement, couvre-feu, on va dire, et non-confinement. Et on sait que par ailleurs, il y a 3, en fait, c'est une problématique à 3 éléments de décision. La santé, le risque psychologique qu'on évalue de mieux en mieux, et on sait que le confinement fait peser un risque psychologique sur les jeunes en particulier. Ça a été bien défendu, bien démontré, ça c'est clair. Et puis la 3e composante, c'est la voie économique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un paramètre dans lequel les 3 doivent être discutés. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que et là, il y a un article dans Le Monde, moi j'invite les gens à le lire hier, de l'épidémiologiste qui a piloté le plan en Écosse et qui a un jugement un peu lapidaire. Je la trouve un peu cruelle, mais quelque part, je ne peux pas dire qu'elle est totalement tort. Elle nous dit en France, en fait, à pratiquer la théorie de l'eau tiède tout le temps, eh bien, vous allez perdre à la fois sur les morts et sur l'économie. Et ça, un jour, il faudra regarder ça de près. Il y a un moment donné, il faut peut-être prendre les bonnes décisions, même si elles sont sévères, pour ne pas avoir à prendre de mauvaises décisions après. On vit aujourd'hui, j'étais sur une chaîne de télévision ce matin, exactement le même drame. C'est-à-dire qu'on a demandé, on a dit attention, il faut freiner, il faut freiner, il faut freiner. On a eu des décisions politiques, et je ne les discuterai pas sous l'angle politique, uniquement sous l'angle scientifique, qui sont des décisions qui ont fait bouger les gens parce qu'on a eu peur d'un confinement. Donc beaucoup de gens ont quitté les zones où il y avait beaucoup de virus pour aller dans leur maison de campagne, donc aller dans des régions où il n'y en avait pas beaucoup. Et ça, pour un virologue, c'est un drame, parce que ça veut dire qu'on va déplacer du virus dans des zones où il n'y en avait pas. Et les gens ont compris après coup qu'en fait, ce qu'on demandait, c'était juste finalement de respecter un confinement qui n'en est pas un. Vous êtes à la maison, vous faites attention, vous sortez dehors, vous faites attention. Et ça, malheureusement, on sait que ça ne va pas suffire. Le contexte actuel est un contexte en France qui est explosif. Et si on ne prend pas des mesures rapides, on risque, et ça c'est le virologue qui parle et pas le politique, on risque effectivement d'avoir un drame sanitaire. Chaque jour en France, on a 2 avions, on a 2 Airbus A320 qui se scratchent. On est à peu près 300 décès jours. C'est pas acceptable. Et ça, effectivement, c'est tout le débat entre le médecin, le scientifique
puisqu'on est quand même proche et à la fois un peu distinct, et le politique. Et ça, je vous rejoins sur le fait que ça mérite vraiment effectivement, ça mérite vraiment un sujet. Ça, je confirme. Alors, pour revenir à la question que vous posiez sur les recombinants, là, vous le voyez, je vous ai remis cette diapo. En fait, les recombinants, vous voyez que c'est assez intéressant, mais il y a trop peu d'échantillons vraiment pour faire une analyse aboutie. Vous voyez que sur les derniers recombinants, finalement, quand on parle de groupe A, B, C, D, c'est qu'il y a eu plusieurs cas. Donc là, on a pu même montrer, Fulé, qu'il y a une circulation du virus. Et bien, à chaque fois, la combinaison a retenu pour l'essentiel des cas la spike du variant le plus infectieux, le B117. Donc finalement, les virus qui ont été successful, en gros, sont ceux qui ont gardé cette spike du variant le plus infectieux. En revanche, regardez, on voit aussi des recombinaisons qui vont garder finalement la spike du moins intéressant, finalement du moins efficace, et recombiner avec un bout de l'ORF1. Donc ça, je vous rejoins complètement. Il faut regarder l'ensemble du génome viral et pas se satisfaire uniquement de la spike. Pour ce qui est de l'immunité, alors effectivement, on comprend bien le rôle des anticorps neutralisants. Alors évidemment, on a envie d'avoir une bonne réponse B, une bonne réponse humorale, une bonne réponse CD4 helper, parce que c'est celle-là qui va réactiver et accompagner la réponse humorale lors de l'infection naturelle. Donc on a envie d'en avoir une bonne. Et on voit bien que selon les vaccins, d'ailleurs, ils ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres sur la réponse CD4. Hein. Ça, c'est un point qu'on voit très très bien aujourd'hui. Et puis aussi, on peut se dire qu'il y a la réponse CD8, alors qu'elle a grande ignorée du débat aujourd'hui. Il n'y a pas que des anticorps. Il y a aussi des cellules éduquées contre les cellules infectées, les fameuses CD8 cytotoxiques. Et celles-là, eh bien, il faut les éduquer. Et on peut les éduquer contre tout antigène qui serait présenté dans le bon contexte à la surface des cellules. D'où l'idée, effectivement, de ne pas travailler que sur l'AS. Il y a des gens qui proposent plutôt de travailler sur une protéine qu'on appelle N, la nucléocapside, qui est un très bon immunogène et qui serait peut-être une très bonne cible et qui semble un peu moins variable, mais encore faut-il qu'on le vérifie, un peu moins variable d'un virus à l'autre. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des pistes à gratter. Voilà, il y a quelques firmes, comme je le disais, je crois qu'il y a plus de 200 projets vaccinaux. Quelques-unes d'entre elles ont fait le pari, et c'est déjà des gens qui s'étaient posé la question pour la grippe, de cibler des antigènes conservés qui permettraient justement de faire des vaccins polystrain, polyvalents sur un panachage de souches. Donc on est en train de casser un certain nombre de paradigmes. Je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre ça sous surveillance. Merci. Si je puis me permettre une question, un petit commentaire, c'est que quand j'entends un exposé de virologie, moi qui suis clinicien, j'ai l'impression de revenir beaucoup plus jeune quand j'ouvrais le Grand Larousse et dès la lettre A, j'avais l'impression d'avoir la première maladie qui se présentait. Et quand on entend ça, on se dit comment peut-on échapper à toutes ces recombinaisons, etc. C'est bon. Mais enfin, il y a quand même un message d'espoir, c'est que votre dernière phrase, c'était la virulence ne va probablement pas augmenter. Alors, ce que j'ai envie de vous redemander, c'est pourquoi ne va-t-elle pas augmenter? Alors, le raisonnement, alors je crois que je vous avais préparé quelques diapos parce que c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Alors ça, c'était vraiment le message d'espoir. Si vous êtes sage, je vous le donnerai tout à l'heure. Voilà, alors pourquoi c'est virulent? Ça, c'est une question qui traîne dans la littérature et on pourrait la décliner pour tous les pathogènes. Hein. Donc, il y a un médecin épidémiologiste qui s'appelait Theobald Smith, né en 1887, hein, qui avait dit finalement, il a été le papa d'une théorie qu'on appelle la théorie de la virulence. Il a fait un constat simple. Il se dit finalement, si je me mets dans la peau du parasite, de la bactérie pathogène ou du virus pathogène, mon intérêt, c'est pas de tuer mon hôte. Et plus je le tue vite, et plus je le tue avec efficacité, moins il aura le temps de me transporter et donc de me disséminer. Donc très vite, il a dit, mais finalement, l'intérêt d'un agent pathogène n'est pas de tuer son hôte, c'est plutôt de vivre en équilibre avec lui et de permettre qu'il y ait de plus en plus de contact entre l'hôte infecté et un hôte qui ne l'est pas, parce que c'est ça qui assure sa survie. Alors cette théorie de la virulence, je dirais qu'elle est soutenue par deux observations. Première observation, les herpès virus. Les herpès virus, vous les connaissez tous, c'est une grosse famille dans laquelle on a l'herpès simplex, les herpès génitaux. On vit depuis des dizaines de milliers d'années avec ces virus. Et quoi qu'on en pense, ce n'est pas des virus très pathogènes. Hein. On est tous porteurs d'un herpès simplex, d'un virus Epstein-Barr. Pour autant, on ne fait pas tous une encéphalite herpétique et on ne fait pas tous un lymphome à EBV. Donc, il y a effectivement une théorie qui tente à dire que un pathogène, eh bien, s'adapte progressivement pour être le
moins virulent possible. Et vous savez que dans un cas sur 2, par exemple, les réactivations herpétiques se font sans bouton de fièvre. Donc on n'est pas obligé de faire mal aux gens pour se transmettre. Ça, c'est le message. Et on voit l'opposé, des virus qui rentrent dans des populations humaines un peu par accident. Je pense notamment à Ebola, au virus Ebola. Le virus Ebola, il est hébergé par des chauves-souris. On a probablement des primates qui font le lien entre les chauves-souris, enfin des grands singes, et l'homme. Et vous voyez bien l'effet d'Ebola. Ebola, quand il arrive au contact de l'homme, on va vraiment pas il fait tout pour que l'hôte il passe rapidement. Néanmoins, il est hyper infectieux. Je vous rappelle que quelqu'un qui fait un Ebola, tous les liquides biologiques quasiment sont contaminants. Mais on voit que la rencontre entre un hôte et un nouveau virus est souvent bruyante. Et on a beaucoup d'exemples dans la littérature de virus qui, dans les premiers temps de cette rencontre, sont très virulents et après, avec le temps, se calment. On va jusqu'à dire, certains auteurs en tout cas, tentent à dire que même le VIH se calmerait un peu en matière de virulence. Alors bon, ça c'est très débattu. Et puis, il y a une théorie. Donc cette théorie-là dit, en gros, un pathogène rencontre son hôte, la rencontre se passe mal par définition, et avec le temps, parce que c'est aussi l'intérêt du pathogène, eh bien, il y a des mutations qui sont sélectionnées et qui adaptent le pathogène à l'hôte. Voilà, ça c'est la théorie de la virulence qui date d'il y a très longtemps. Et puis, il y a certains collègues qui nous disent « Ouais, mais vous êtes gentils, les pathogènes humains, il y en a plein qu'on connaît depuis très longtemps, tuberculose, le VIH qui est rentré plus récemment dans les populations, qui sont des virus finalement, ou des bactéries pour la tuberculose, qui sont restés très pathogènes malgré des milliers ou peut-être même des dizaines de milliers d'années de coévolution. Donc certains restent pathogènes. Alors, si maintenant on essaye de comprendre ce que c'est que la virulence pour un virus comme le SARS-CoV-2, c'est un virus qui se transmet essentiellement par voie respiratoire. D'accord ? Donc, et on l'a bien vu quand on parlait des enfants avec les formes classiques de SARS-CoV-2, pourquoi les enfants sont moins contaminants et moins contaminés? Il y a une hypothèse qui dit qu'ils ont peut-être moins de récepteurs ACE2 quand ils sont jeunes, donc moins sensibles à l'infection. Réciproquement, ils ont moins de signes cliniques, donc ils toussent moins, ils crachent moins de virus et ils contaminent moins leur entourage. Et donc on voit ici que la virulence, si on prend comme critère de virulence les signes respiratoires, eh bien c'est intéressant pour le SARS-CoV-2 parce que si vous oubliez de tousser, franchement, vous risquez de bien moins contaminer votre entourage. Vous allez le faire un petit peu, en parlant, en projetant des aérosols, mais moins efficacement que si vous toussez. En revanche, si vous toussez, mais que vous tuez la personne en 3 jours et qu'elle est enfermée dans sa maison, très clairement, vous êtes un très mauvais virus et vous avez très peu de chances de pouvoir vous disséminer. C'est en tout cas ce qu'on peut imaginer pour le SARS-CoV-2. Donc, on peut imaginer qu'il y aura un équilibre avec, c'est en tout cas ce que disent un certain nombre d'évolutionnistes qui connaissent bien les coronavirus, d'un virus qui va perdre progressivement de sa virulence, qui va, notamment à cause de la pression vaccinale, se limiter aux enfants. Ça, c'est aussi un des je ne sais pas si c'est un espoir ou pas. En tout cas, vous comprenez bien que les plans de vaccination aujourd'hui commencent souvent par les plus âgés et descendent rarement en dessous de 16 ans. Il y a très peu de pays qui envisagent de vacciner les enfants pour l'instant. Si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que si circulation il y a, elle se fera chez des enfants chez lesquels la symptomatologie, en tout cas pour la forme classique, la symptomatologie est faible. Voilà, donc on imagine que l'évolution naturelle pourrait être un virus à transmission hiverno-octonale avec une cible privilégiée qui serait finalement les enfants. Donc finalement, on arrivera à un schéma de circulation et de virulence qui ressemble au coronavirus auquel on est habitué depuis des dizaines d'années. Merci. Alors, dans l'assistance, je vois qu'il y a des gens d'un petit peu partout. Qui veut poser une question? Vous allumez votre micro. Ils sont tous coupés a priori. Vous allumez votre micro, votre caméra et vous posez votre question, s'il vous plaît. Quelqu'un veut intervenir? Personne pour l'instant? Alors, je peux vous donner la lueur d'espoir peut-être pendant que les gens réfléchissent encore quelques minutes. Oui. Donc en fait, il y a quelque chose de très troublant avec ce virus qu'on appelle la convergence évolutive. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notion, il y a eu quelques articles de presse là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la convergence évolutive? C'est le fait que les mutations ponctuelles qui nous posent problème aujourd'hui apparaissent au hasard bien sûr, mais qu'on retrouve dans différentes régions du monde des mutations apparues de façon indépendante. Et on pense notamment à des mutations comme des mutations qui touchent la spike, certaines mutations très particulières comme la 484. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que les mutations apparaissent au hasard, mais qu'il y a des bonnes et des mauvaises cartes, comme il y a des bonnes et des mauvaises mutations. Et l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que finalement, des bonnes cartes, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, quand un virus a la chance d'avoir la bonne carte, la bonne mutation, eh bien, on le voit. On retrouve par exemple un certain nombre de mutations communes sur le variant brésilien, sur le variant sud-africain et sur le variant
britannique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, si on a de la chance, il n'y a pas tant de bonnes cartes que ça dans le jeu de cartes qui utilise le virus. Et s'il n'y a pas tant de cartes que ça et que les virus trouvent les mêmes solutions de façon indépendante, ce qu'on appelle la convergence évolutive, ils trouvent indépendamment les mêmes solutions, ça veut peut-être dire que le nombre de solutions est limité. Et ça veut dire peut-être à ce moment-là que le nombre de vaccins à produire, en termes de diversité vaccinale, est lui-même limité. Donc c'est une demi-bonne nouvelle, mais ça semblerait dire que finalement, il n'y a pas un espace évolutif infini non plus. Au bout d'un moment, le virus va être cornérisé parce que les solutions bénéfiques, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Voilà. C'était peut-être une bonne nouvelle tempérée, Oui. mais c'est une bonne nouvelle quand même. Ah oui, tout à fait. Yves? Oui, j'aimerais revenir sur quelque chose parce que vous l'avez un peu abordé, puis on l'a entendu énormément dans les médias et c'est des mensonges carrément. Et j'aimerais que, comme virologue, que vous le confirmiez. SARS-CoV-2, ce n'est pas un rétrovirus, c'est une polymérase simple, ce n'est pas une rétropolymérase, ce n'est pas une transcriptase inverse. Le virus ne s'intègre pas au génome de l'hôte. Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'ai entendu cette rumeur-là dans deux contextes très différents. Mais vous avez raison, elle est revenue. Premier contexte, Luc Montagnier, chez nous, est venu expliquer il y a quelques mois, un peu plus que ça, sur un plateau de télé. Il se trouve que j'étais là quand il l'a dit, juste avant aux journalistes. Je sais d'où vient le virus. C'est un virus qui a été produit par les Chinois dans le cadre d'un projet de vaccin anti-VIH. Et donc, il a avancé des hypothèses totalement farfelues. Moi, j'ai démonté le papier qu'il a produit, qui est une. C'est dommage qu'un homme qui a fait des choses intéressantes puisse se fourvoyer là-dedans. Mais ça a été un premier signal pour dire, mais il y a un rapport entre les deux virus. Non, il n'y a aucun rapport entre les deux virus. Et cette affirmation du professeur Montagnier est totalement farfelue. Ça, c'est la première chose. Il y a eu un deuxième mouvement qui est venu du vaccin. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les gens ont dit, mais attention, vaccin Moderna, vaccin Pfizer, ce sont des vaccins ARN et on sait bien que l'ARN, ça s'intègre dans l'ADN. Alors ça, c'est une autre imbécilité. L'ARN reste de l'ARN. Pour ceux qui ont fait de la biologie, vous savez que l'ARN, c'est cette forme transitoire, instable d'information génétique qui est dans le cytoplasme, qui vient du noyau, mais qui va dans le cytoplasme. Et dans nos cellules, cette forme d'information génétique, une fois qu'elle a permis de fabriquer des protéines, elle est dégradée. Il n'y a pas d'enzyme dans nos cellules qui soit capable de récupérer l'ARN vaccinal pour le convertir en ADN et l'intégrer. Il faut même en fait deux enzymes. Il faut une reverse transcriptase qui fait le travail ARN vers ADN et en général, chez les rétrovirus, il faut une intégrase qui va lui prendre l'ADN et l'intégrer dans l'ADN des cellules. Donc ça, c'est une imbécilité. C'est un virus à ARN. Alors ce qui est vrai, c'est que c'est un virus à ARN, mais dans les virus à ARN, vous avez différents schémas. Le virus de la grippe aussi est un virus à ARN. Et ces virus-là, ne trouvent pas en général dans les cellules l'enzyme nécessaire à répliquer leur génome. Donc ils ont eux-mêmes une enzyme qu'on appelle une ARN polymérase ARN dépendante, c'est-à-dire une polymérase qui fabrique de l'ARN à partir de l'ARN viral. Il n'y a jamais d'étape à ADN intermédiaire, c'est vraiment, comme vous l'avez rappelé très justement, l'apanage des rétroviridés, donc VIH, HTLV1 chez l'homme, pour ce qu'on en sait. Voilà. Donc vous avez tout à fait raison, il faut arrêter de confondre les deux, il n'y a pas de risque du tout. Très bien. Une question encore, si c'est possible, mais je ne vois pas de main se lever. Alors, écoutez, il est peut-être temps de conclure. Yves? Oui, écoutez, oui, je vais conclure. Donc, je voudrais vous remercier pour non seulement vous communiquez très bien, mais vous avez été extrêmement informatif. Donc, on en sort enrichi. Donc, je vous remercie de ça, de votre vulgarisation aussi, parce que c'est facile, c'est un sujet complexe et ça aurait été facile de tomber dans l'incompréhensif, même pour moi, qui est un peu plus proche de ces affaires-là. Et donc, merci pour ça. Merci à tous ceux qui ont accepté d'écouter et donnez-moi une petite seconde que j'ouvre mon calendrier juste pour vous rappeler que la semaine prochaine, jeudi prochain, le 1er avril, nous aurons une autre conférence, celle du professeur Kim Lavoie, qui est psychologue
qui est à l'Université du Québec à Montréal et qui va venir nous parler, parce que c'est un réel problème, de l'hésitation à la vaccination. Pourquoi les gens ont peur? Ce matin, on a parlé de différentes choses. Il y a certaines peurs peut-être qui ont circulé dans la population. J'en ai nommé une tantôt, c'est-à-dire que le virus pouvait s'intégrer au génome et que c'était horriblement dangereux, que la vaccination, c'était un truc pour faire des sous, etc. Donc, elle va tenter de désamorcer plusieurs de ces concepts-là et elle va nous parler de l'hésitation à la vaccination. Nous aurons par la suite le 15 avril une seconde conférence, celle du pneumologue et très bon ami, le docteur Christian Prévost, qui va parler de quelque chose d'extrêmement intéressant, mais dans un cadre beaucoup plus large que celui de la pneumologie, la réhabilitation comme étant non seulement comment on peut revenir d'une maladie, mais comment on peut s'en servir à tous les jours pour mieux vivre. Et donc, je vous invite à ces deux conférences-là. Je pense que je n'en ai pas oublié, sauf erreur. Mon ami Étienne va me corriger si je me suis trompé, mais je ne pense pas. Je n'ai pas ouvert mon agenda, mais je pense que c'est exact. Oui. OK. Donc, sur ces quelques mots, nous vous disons merci. Merci à tous ceux qui ont été là. Je vois plein d'amis, parassiens, etc. Donc, bonjour à vous tous. Prenez soin de vous. Restez loin de la COVID et à très bientôt. Si je puis rajouter un simple mot, Yves. Vincent Maréchal intervient beaucoup sur les antennes de télévision à droite à gauche. Je ne vais pas les citer toutes. Mais en tout cas, il y a une émission où on le voit souvent, c'est l'Info du Vrai, le soir à 18h, où on retrouve également notre ami Jean-François Lemoine qui est venu nous faire une conférence il n'y a pas très longtemps. Et c'est, à mon sens, une très, très bonne émission. Merci. Et d'ailleurs, à ce propos, la conférence a été enregistrée et elle va être sur la playlist de l'AUF. Et donc, pour ceux qui reçoivent les bulletins mensuels, vous êtes à peu près 600 ou 700 un peu partout dans le monde à le recevoir. Ben, regardez, la playlist est là et puis la conférence du Dr Maréchal va être déposée sous peu. Tout à fait. Donc, sur ces quelques mots, je vous remercie. Et je vous remercie encore de votre invitation. Ce fut très agréable. Merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous.